Salut tout le monde, donc juste un petit disclaimer avant que la vidéo ne commence, pour pas que vous vous étonniez. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une petite boulette durant le tournage, j'ai juste oublié d'allumer le micro, donc le micro que vous voyez devant moi durant toute la vidéo, il marche pas, il sert à rien. Heureusement, j'ai un backup avec un micro Canon qui était sur mon appareil photo, mais le son est un petit peu moins propre que d'habitude, donc voilà, je voulais juste m'en excuser d'avance. Donc je vous souhaite une bonne vidéo, à la prochaine. Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Dans la grisaille de l'hiver, peu de choses arrivent à nous redonner le sourire. Crise économique, sociale et environnementale, arrivée des provinces sud-africaines dans une Coupe d'Europe au format incompréhensible, rares sont les événements qui peuvent nous sortir de notre déprime hivernale. Mais enfin, il est bientôt là, il arrive, est-ce que vous l'entendez? Les hymnes celtiques, les chants gallois, la bière qui mousse. Oui, le tournoi arrive et c'est l'heure de faire un petit briefing nation par nation pour voir quelles sont les formes du moment, quels sont les enjeux et quels sont aussi les joueurs que je vous conseille de suivre pour la compétition. Avant de commencer, je voudrais placer un petit remerciement. Sachez que j'ai été invité dans le podcast de Rap Sport pour le podcast Banana Kick. On a justement parlé du tournoi, de la liste des Bleus, donc c'est disponible sur toutes les plateformes, je vous mets ça en description. Aussi, et on va y revenir plus tard dans la vidéo, mais grâce à la plateforme Pronostic Games, j'ai un petit projet pour animer la communauté durant le tournoi, on y revient plus tard. Commençons maintenant par le Cocorico, le 15 de France. Alors, où est-ce qu'on en est? Je me doute que vous avez un petit peu suivi le 15 de France dernièrement, mais pour vous resituer, on est champion en titre, on est sur une série historique de victoires qu'on veut prolonger, et puis aussi, le tournoi, c'est les derniers matchs réels, sérieux, à jouer avant la Coupe du Monde. Je parle pas des matchs amicaux qui seront d'autres types de matchs. Aussi, j'en parlais dans ma dernière vidéo sur la liste du 15 de France, d'ailleurs, petite parenthèse, vous avez été hyper nombreux à vous abonner et à regarder cette vidéo, donc merci beaucoup. Donc si c'est pas encore le cas, abonnez-vous. Mais donc je disais, il y a eu la blessure et le forfait de plusieurs cadres, notamment Lucu, Danty, etc. Des forfaits donc auxquels il faut ajouter des petites alertes aux ischio-jambiers pour Jalibert, Flamand et Penaud. Pour l'instant, ça ne remet pas en cause leur participation au tournoi, mais sachez qu'ils sont en tout cas ménagés par le 15 de France actuellement. Donc ces blessures et ce contexte pré-Coupe du Monde pourrait nous faire dire qu'en fait le tournoi c'est juste une phase préparatoire et qu'on n'est pas non plus obligé de le jouer à fond au risque d'avoir des blessés, etc. Mais pourtant, les déclarations de Galtier semblent sans équivoque sur les intentions du 15 de France avant de débuter cette édition 2023. Jamais rassasiés, les Bleus ont ainsi bien pour objectif d'affirmer à la planète rugby qu'ils sont les patrons. D'autant plus qu'on est en 2023, ce qui fait qu'on a une année impaire et qu'on va avoir plus de déplacements que de réceptions. Les Bleus vont ainsi aller jouer en Italie, en Irlande et en Angleterre. Si le match à Rome ne devrait pas trop poser de problème, même si, attention, les Italiens peuvent nous surprendre, on rappelle qu'ils se sont imposés à Cardiff et qu'ils ont battu l'Australie dernièrement, ce sont bien les rencontres à Dublin et à Twickenham qui posent un enjeu tout particulier. En effet, il faudra aller relever le défi d'aller battre les Irlandais sur leur sol. Certes, la bande à Galtier l'a déjà fait en 2021, mais c'était lors du Covid, il n'y avait pas de public, et puis c'était une équipe largement remaniée qui était présente en Irlande à ce moment-là, privée de nombreux cadres comme Sexton, Van der Flier, etc. Donc en 2023, là, la configuration sera tout autre. Il en ira de la domination du rugby européen, et même mondial, puisque les Français et les Irlandais sont au coude à coude au classement World Rugby, et donc gagner en Irlande, là où toutes les grosses équipes ont échoué dernièrement, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Angleterre, Australie, etc., ce serait vraiment un gage de solidité pour le 15 de France. Et il affirmerait ainsi un peu plus sa capacité à gagner dans les contextes les plus difficiles. Mais après le défi dublinois, le déplacement en Angleterre revêt également une importance primordiale. D'abord parce que c'est des Anglais, un crunch est toujours un événement. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo rétro rugby sur le crunch de 2015, allez la voir à la fin de la vidéo. Mais outre cet enjeu d'honneur face à nos meilleurs ennemis, il faut aussi retenir que la dernière fois que l'équipe de France s'est imposée en Angleterre, c'était en 2005. Ça fait donc 18 ans que les Bleus repartent bredouille du pays des ténèbres, et ça, faut que ça change. Et je pense que vous connaissez maintenant l'importance que Galtier accorde à l'histoire et au record. On est sur une série historique de victoires, on est allé gagner en Australie après 29 ans de défaite, on a infligé aux Blacks l'une des plus lourdes débâcles de leur histoire, on a aussi remporté un grand chelem après 12 ans de disette, alors il semble plus que logique que la chute de Twickenham soit en première ligne des ambitions tricolores. Non pas que la réception des Gallois et des Écossais ne soit qu'une simple formalité, mais disons que les gros défis cette année, ce sera bien Dublin et Londres. Et si vous voulez mon avis, bien sûr que j'aimerais qu'on gagne le tournoi et qu'on fasse même un grand chelem, ce serait incroyable, mais en vrai, je m'en fiche de perdre le tournoi tant que ce qu'on fait, c'est aller gagner en Irlande et en Angleterre. Pour moi, c'est vraiment les deux objectifs principaux. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire. Et avant de passer à la nation suivante, je vais donner les joueurs pour moi qui semblent intéressants de suivre sur ce tournoi. Pour le rookie de cette année, pour moi je pense que ce sera un 3/4 au vu des absences de Danty et de Villiers, donc soit un ailier, soit un centre.
et je miserais bien sur Gaëton ou sur Dumortier qui pourraient avoir leur chance avec le 15 de France. Et par rapport aux joueurs un peu plus expérimentés, j'ai un petit mot pour Olivon qui fut le meilleur joueur de la tournée en novembre et qui à mon avis va nous sortir un gros tournoi pour pourquoi pas retrouver le brassard de capitaine, parce que moi j'aimerais bien qu'il retrouve ce statut-là pour délester un petit peu Dupont de la pression. On enchaîne maintenant en traversant la Manche pour examiner un petit peu l'état de forme des Anglais. Pour les personnes qui n'auraient pas suivi, l'iconique et détestable sélectionneur anglais Eddie Jones a été démis de ses fonctions à l'issue d'une tournée de novembre décevante pour le 15 de la Rose, et il a été remplacé par Steve Borthwick, ex-coach de Leicester, avec qui il a remporté le championnat anglais l'an dernier. Défait par les Springboks et les Argentins, finissant sur un match nul face aux All Blacks et seulement victorieux face à de faibles Japonais, les Anglais, on peut pas dire qu'ils s'avancent dans les meilleures conditions pour le tournoi, et ils vont vite devoir rebondir et s'approprier le nouveau plan de jeu du sélectionneur avant la Coupe du Monde. Parler de l'Angleterre avec certitude en ce moment, c'est un petit peu compliqué parce que c'est une équipe qui est en pleine mutation, avec d'une part beaucoup de jeunes joueurs peu ou pas expérimentés qui n'ont pas beaucoup de sélection, voire pas du tout, et d'autre part une vieille garde de grognards qui ne va pas tarder à tirer sa révérence. Il s'agit d'un collectif qui peine encore à trouver ses marques et à jouer ensemble, mais qui peut faire quand même preuve de fulgurance en pratiquant un rugby ultra structuré et très offensif, comme ils l'ont démontré lors de leur remontée face aux All Blacks en novembre. Perso, je les vois pas remporter le tournoi, surtout au vu des formes françaises et irlandaises en ce moment, mais il se peut qu'ils viennent jouer les troubles fêtes, ils vont recevoir plus qu'ils ne vont se déplacer, mais tout de même ils vont devoir aller en Irlande, et là je les vois pas gagner. L'enjeu pour le nouveau sélectionneur Steve Borthwick sera à mon avis avant tout de reprendre rapidement l'équipe en main et de faire bonne figure avant la Coupe du Monde. Il ne va pas avoir beaucoup de temps pour faire ses réglages et affiner son plan de jeu, donc je pense qu'il va faire au plus simple et s'appuyer sur les forces traditionnelles des Anglais, c'est-à-dire le défi physique, le jeu d'avant, le jeu au pied, d'occupation, etc. Mais évidemment je peux me tromper et peut-être qu'ils vont nous surprendre. Les joueurs à suivre côté anglais selon moi, ça va surtout être la jeune charnière Jack Van Partlivet et Marcus Smith, deux jeunes joueurs talentueux capables de mettre du rythme et de donner le tournis aux défenses. Ils sont la relève parfaite pour Youngs et Farrell et sont de grands espoirs du 15 de la Rose pour les prochaines années. Durant ce tournoi, je pense qu'on va leur confier les rênes du jeu anglais et ils pourraient bien s'imposer comme des cadres malgré leur jeune âge. Et un autre joueur aussi que je vais suivre, c'est sûrement Jack Willis, le 3ème ligne toulousain arrivé des Wasps en cours de saison. Ces matchs jusque-là sous le maillot rouge et noir sont très solides et je pense qu'il va falloir le surveiller. Cap dorénavant sur l'Irlande, le 15 du trèfle règne sur le rugby mondial. L'an passé, ils ont réalisé des succès historiques en Nouvelle-Zélande et ont tenu le défi physique imposé par les Springboks. La seule épine qui leur reste dans le pied, c'est nous, c'est le 15 de France, la seule équipe qui n'ont pas réussi à battre en 3 ans. Mais quoi qu'il en soit, l'Irlande, c'est l'équipe la plus impressionnante que j'ai jamais pu voir dans sa précision. On le voit en Coupe d'Europe avec le Leinster notamment, ils ont un pack très physique mais aussi très mobile et qui possède dans ses rangs des joueurs capables de manier le ballon, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. Je pense à des joueurs comme Tad Bern, Tad Furlong ou encore Van der Fleer. En tout cas, j'aime beaucoup la manière dont ils organisent leur circulation de balles et de joueurs. D'ailleurs, le titre de meilleur joueur du monde, remis au 3ème ligne Josh Van der Fleer, ne vient pas de nulle part, c'est à l'image de son équipe, ultra complète, très physique, hyper organisée. Derrière, Sexton est un véritable chef d'orchestre, ses centres, qu'il s'agisse de Henshaw, Ringrose, Aki ou McCloskey, c'est tout simplement des tanks. Intraitable en défense et de gros porteurs de balles. Sur les ailes, ça va à 1000 à l'heure et surtout, ils ont un jeu au pied qui est très très varié, qu'ils viennent de la charnière Gibson Park Sexton, de l'arrière Keenan ou encore du long jeu au pied gauche de James Lowe. Et au risque de me répéter, l'Irlande c'est pour moi l'équipe la plus complète et la plus équilibrée actuellement. Un de ses gros points faibles cependant réside selon moi dans la personne de Jonathan Sexton. A-t-il la capacité de tenir le choc alors qu'on sait qu'il est fragile et qu'il est constamment visé par les joueurs adverses? Ça arrive quand même souvent qu'ils doivent sortir prématurément en cours de match et quand il est pas là, son équipe n'a quand même pas le même visage. En effet, les remplaçants crédibles à l'ouverture peinent encore à se montrer, et même Joey Carbery, le 10 du Munster, qu'on pensait être la relève parfaite, ne convainc pas vraiment au point qu'il n'a même pas été appelé. Et un autre point faible pour moi de cette équipe, c'est son banc qui est sûrement de moins bonne qualité que celui des Français. En tout cas, les Irlandais vont clairement jouer pour le titre pour continuer sur leur lancée. Le choc face aux Français dès la 2ème journée promet d'être une rencontre anthologique pour la domination du rugby de l'hémisphère nord mais aussi au niveau mondial. Si je devais me lancer dans un prono, là, je les vois pas en dessous de la 2ème place. Et donc pour les joueurs à suivre, je vais donner un rookie et un joueur confirmé. Pour le jeune joueur, il s'agit du 2ème ou 3ème ligne Ryan Baird, qui a un profil un peu similaire à celui de Kylan Doris ou de Tad Bern, très coureur, très bon dans le duel, doué ballon en main, il a vraiment toutes les qualités pour se faire une place au sein de cet effectif. Et pour le joueur plus confirmé, moi je vais suivre de près les performances de Gary Ringrose. Le centre du Leinster est sûrement le meilleur centre européen à l'heure actuelle, ses performances en club, notamment on l'a vu face au Racing, sont d'un niveau stratosphérique, et je m'avance sûrement un peu, mais je pense qu'une fois que Sexton aura raccroché les crampons, il y a moyen que ce soit lui qui devienne le nouveau capitaine du 15 du trèfle.
Avant de continuer, je vous avais parlé en intro d'un projet pour la communauté mis en place grâce à la plateforme Pronostic Games. Alors Pronostic Games, comme son nom l'indique, ça permet de pronostiquer sur des compétitions. Et je précise, il n'y a pas d'argent en jeu ou quoi, le but c'est simplement d'être le meilleur dans ses prédictions. Ils m'ont offert un espace rien que pour la chaîne pour qu'on puisse se challenger entre abonnés, donc n'hésitez pas à inviter vos amis, votre famille ou même vos coéquipiers. Et en plus, en ce moment, je suis en train de voir avec certains de mes sponsors pour vous proposer des petits lots à gagner si jamais vous êtes sur le podium. Vous pouvez jouer sur votre portable ou sur votre ordi, je vous mets le lien et le code d'accès en description. Maintenant, retour à la vidéo. Passons maintenant à une équipe que tous les Français adorent, l'Écosse. L'Écosse, c'est le plus bel hymne du monde, des supporters en jupette, imbibés de bière et de whisky, mais surtout une équipe qui cultive un véritable amour du beau jeu, parfois même au détriment de l'amour de la victoire, il faut bien se l'avouer. Cette année, avec les méformes actuelles des Anglais et des Gallois, ils ont les moyens de s'inviter sur le podium, et pourquoi pas même d'espérer mieux, sachant qu'ils vont recevoir les Irlandais lors de la 4e journée. L'Écosse, c'est souvent une équipe qu'on sous-estime, mais ça fait 2 ans de suite qu'ils battent les Anglais, et on se souvient aussi de leur victoire à Paris en 2021. Ils commencent à avoir une charnière qui se connaît bien, Price, Russell, ça colle pas mal. Devant, ils ont pas forcément le pack le plus lourd de la compétition, mais ils possèdent dans leur rang des profils atypiques, comme Watson et Ritchie qui sont capables de s'imposer dans les duels et de pourrir tous les ballons. A noter aussi le retour de joueurs d'expérience comme le centre Hugh Jones ou encore l'ailier Sean Maitland. À mon avis, leur premier match où ils vont se déplacer à Twickenham, c'est ça qui va fixer leur niveau pour le tournoi. Et je pense que cette année encore, c'est eux qui vont s'imposer pour la Calcutta Cup, du moins, je l'espère. Reste que l'un des points d'interrogation pour l'Écosse, c'est un petit peu comme pour l'Irlande, c'est leur dépendance à un joueur, en l'occurrence Finn Russell, qui peut briller de par son génie offensif, comme faire sombrer toute son équipe par des choix et des actions douteuses. En ce moment, il n'est pas vraiment à son top au Racing, et on rappelle même ses relations tendues avec le sélectionneur Greg Townsend, qui ne l'avait même pas sélectionné pour les premières journées l'an dernier. Quoi qu'il en soit, l'Écosse est toujours une équipe que j'observe avec attention, j'aime son jeu, j'aime son ambition offensive, j'aime son profil un peu plus aérien, et si je devais sortir un joueur de son effectif, c'est peut-être Rory Darge, qui avait été l'un des rares à pouvoir rivaliser l'an dernier face aux Bleus lors de la débâcle à Murrayfield. Il s'agit d'un 3e ligne hyper actif, un peu dans le modèle de Watson, et ce tournoi est l'occasion pour lui de concrétiser les bonnes performances qu'il avait déjà laissé entrevoir. Aussi, 2 jeunes joueurs pourraient faire leur début sous le maillot du Chardon. Il s'agit en premier lieu du 2e ligne Cameron Henderson, qui possède un profil un peu à la Tag Byrne ou à Ryan Baird dont je parlais plus tôt. Un vrai 2e ligne moderne, rapide, mobile et technique. Et aussi, outre-Manche, l'arrivée dans le squad du jeune 3/4 polyvalent Ben Healy a pas mal fait parler. Passé par l'équipe d'Irlande des moins de 20 ans, le joueur de Northampton a finalement choisi de rejoindre l'Écosse, dont l'un de ses grands-parents est issu. On continue le tour d'horizon avec la Squadra Azura. Encore moribonde il y a quelques saisons, l'équipe d'Italie semble en passe de retrouver un nouveau souffle grâce à sa jeune garde qui éclot au plus haut niveau. Leur victoire au Pays de Galles l'an dernier a sûrement été un cap pour eux qui n'avaient pas gagné de match dans le tournoi depuis plusieurs années, mais il va falloir concrétiser ce succès historique en enchaînant sur d'autres victoires. En parallèle, les jeunes Italiens montent en puissance dans le tournoi des moins de 20 ans, il y a donc un enjeu à capitaliser sur cette relève ambitieuse qui devrait arriver dans les prochaines saisons. Mais malgré tout, j'ai du mal à les voir au-delà de la 5e place, je pense qu'ils ont les moyens de s'imposer à domicile face au Pays de Galles et pourquoi pas d'aller chahuter l'Écosse, mais pour le reste, je pense que ça va être juste. Néanmoins, le premier match qui les oppose à la France peut nous poser quelques problèmes. Ces dernières saisons, les France-Italie ont souvent été des matchs âpres, brouillons, un petit peu confus, alors ne partons pas trop confiants non plus. Du côté des joueurs à suivre, évidemment je dois parler d'Ange Capuzzo, qui est la nouvelle tête de gondole de l'équipe d'Italie. Décisif lors des rencontres face aux Gallois et aux Australiens, auteur d'un essai face aux Springboks, son génie offensif est une arme incontournable du collectif italien, et ce tournoi est l'occasion pour lui de prendre de l'épaisseur et du leadership au sein de ce groupe. Mais j'aimerais aussi attirer l'attention sur Danilo Fischetti, ce pilier gauche ultra mobile qui m'avait déjà interpellé lors de la victoire à Cardiff, capable de se porter au soutien de ses ailiers, combatif dans les regroupements, il a tout du pilier moderne, il va falloir garder un œil sur lui. Et on termine cette vidéo sur le Pays de Galles. Encore vainqueur du tournoi il y a 2 ans, le 15 du Poireau semble désormais dans une passe très difficile. Les Gallois ont perdu 3 de leurs 4 test matchs en novembre, notamment après une défaite historique face à la Géorgie et une autre très spectaculaire face à l'Australie, où ils se font remonter de 20 points dans les dernières minutes du match. Ces mauvais résultats ont logiquement conduit à l'expulsion du sélectionneur Wayne Pivac, remplacé en urgence par l'ancien entraîneur et emblématique Warren Gatland, qui a fait les grandes heures de la principauté. Il aura ainsi la lourde tâche de vite remotiver ses troupes, qui en plus devront se déplacer à 3 reprises. Et en parallèle, il faut savoir que la fédération galloise fait face à de graves difficultés financières
entière. Ces provinces, Scarlet, Ospreys, Blues, Dragons, sont en berne, et elles peinent à rester attractives sportivement et surtout financièrement, d'où la venue de Dan Bigard à Toulon. Donc pas forcément un contexte très facile et très évident pour le 15 du Poireau cette année, mais malgré tout, il y a des joueurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu, et je vais mentionner 2 joueurs qui sont en train d'exploser en ce moment. Le premier, c'est le 3ème mine Jack Morgan. Trapu, puissant, compact, hyperactif, ce flanqueur, un peu dans le style d'Amish Watson, risque de poser des problèmes aux adversaires des Diables Rouges. Tandis que derrière, l'ailier supersonique Rhino Dyer devrait être l'une des armes les plus redoutables de l'attaque galloise. La paire qu'il pourrait former avec Rhys Zamit est très prometteuse, ce pourrait même être le duo d'ailier le plus dangereux de la compétition. Voilà dans les grandes lignes les choses que j'avais à dire avant que le tournoi ne commence. Si je devais faire des prédictions un petit peu à la volée comme ça, je dirais, allez, France première parce que c'est le cœur qui parle, même si vous commencez à le comprendre et je pense que je vous saoule avec ça, mais l'Irlande m'impressionne pas mal. Écosse 3ème, allez, espérons un petit exploit de l'Écosse. 4ème, Angleterre, Pays de Galles 5ème et Italie 6ème malheureusement. Donc dites-moi en commentaire quels sont vos pronos et quels sont les joueurs que vous allez suivre. N'hésitez pas aussi à aller rejoindre la plateforme Pronostic Games, j'ai mis les liens en description, etc. Vous allez trouver. Ça peut être cool de pronostiquer journée par journée et de voir qui à la fin a les meilleures prédictions. Et si ça vous intéresse de mettre ça en place dans votre entreprise, dans votre asso, dans votre club ou je ne sais quoi, pour la Coupe du Monde ou pour les 6 nations, n'hésitez pas à les contacter directement sur leur site, ils sauront vous répondre. Bref, j'attends vos retours en commentaire. Merci beaucoup aux tipeurs réguliers comme occasionnels qui participent au financement de la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Bye Lovely.